Pour moi, être gangster, c'était mieux qu'être président des États-Unis. Ça voulait dire être quelqu'un dans un quartier où les gens étaient rien. Ils étaient pas comme tout le monde. Eux, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ils se garaient en double file devant une bouche d'incendie et on leur collait jamais de PV. En été, quand ils jouaient aux cartes toute la nuit, personne n'appelait jamais les flics. Les gens me regardaient plus de la même façon. Ils savaient que j'étais pas tout seul. J'avais plus à faire la queue à la boulangerie le dimanche matin pour avoir du pain frais. Le patron savait avec qui j'étais et il faisait le tour du comptoir pour me servir. Peu importe le monde qui attendait, on s'occupait de moi d'abord. Les voisins se garaient plus dans notre allée et pourtant on n'avait pas de voiture. À 13 ans, je gagnais plus d'argent que la plupart des adultes du quartier. Je pouvais même pas tout dépenser. J'avais tout ce qu'on peut avoir. Un jour, un des gamins du quartier a raccompagné ma mère jusqu'à la maison pour lui porter les courses. Vous savez pourquoi? Par respect. Henry Hill n'était pas qu'un personnage de film. Il était un véritable mafieux qui a vécu dans l'ombre de New York. Dès l'âge de 11 ans, il effectuait des courses pour la mafia et a fini par devenir un initié au sein de la famille criminelle Lucchese. Sa vie criminelle était un mélange explosif de danger, de pouvoir et de trahison. Mais tout s'est écroulé lorsqu'il est devenu informateur, révélant les sombres secrets de la mafia. New York, dans les années 1940, semblait avoir le meilleur et le plus grand de tout en Amérique. Le port numéro 1, le quartier de la confection le plus actif, les meilleurs clubs de nuit et bien sûr, les familles mafieuses les plus puissantes. La ville était en effervescence avec les activités liées à la guerre lorsque Carmela Hill ramena son premier fils de l'hôpital, le 11 juin 1943. La mère au foyer et son mari, Henry, un électricien travaillant au chantier naval de Brooklyn, étaient comblés de joie. Ils avaient déjà 4 filles, et enfin, ils avaient un garçon. Ils l'ont appelé Henry Jr. Henry Boy, comme il l'appelait, rejoignit ses parents et ses 4 sœurs dans une maison de 3 chambres située dans le quartier de Brownsville à Brooklyn. C'était un quartier chaleureux, composé de personnes qui venaient de sortir du ghetto, de gens qui gravissaient les échelons grâce à l'éducation, allaient à l'école et aspiraient à devenir quelqu'un. La mère d'Henry, Carmela, était arrivée en Amérique depuis la Sicile à l'âge de 2 ans et avait grandi dans un orphelinat après la mort de sa mère. À 17 ans, elle rencontra un Irlandais de 19 ans, grand buveur, nommé Henry Hill, lors d'une danse de quartier. Henry était un électricien syndiqué qui subvenait aux besoins de sa mère et de ses 2 jeunes frères. Carmela ressentit une attirance immédiate. Le jeune homme n'était pas seulement beau, mais aussi manifestement responsable. Le couple échangea ses vœux de mariage en 1929. En 1951, ils avaient 8 enfants, 5 filles et 3 garçons, dont Henry Jr. Carmela était très fière de sa cuisine sicilienne, et le jeune Henry y vit une opportunité pour lui-même. Il comprit qu'en rejoignant sa mère dans la cuisine, il pouvait non seulement apprendre à cuisiner, mais aussi obtenir un peu plus d'attention. À l'âge de 8 ans, il ressemblait déjà à un petit gangster. Il se mettait dans toutes sortes de bêtises. L'un de ses tours préférés était de fouiller dans la boîte à outils de son père et de laisser les outils éparpillés dans le jardin. Un autre était de s'introduire en douce dans le sous-sol pour boire la liqueur de pêche préférée de son père. Même enfant, Henry était déjà très doué pour couvrir ses traces et laisser quelqu'un d'autre payer le prix de ses bêtises. J'admettais toujours mes erreurs, tandis que lui fuyait les siennes et me les mettait sur le dos. C'est moi qui prenais toujours la faute pour ses bêtises. Henry ne se contentait pas de fuir ses responsabilités, il entraînait souvent les autres dans ses mésaventures.
Un jour de 1953, alors qu'il avait 10 ans, il se livra à un petit vol de monnaie dans les grilles du métro, entraînant son jeune frère Michael, qui souffrait de spina bifida. Un passant, touché par la vue de Michael avec ses béquilles, lui donna quelques pièces. Pour Henry, cette générosité inattendue était l'occasion de créer une nouvelle escroquerie. Un jour, alors qu'il remontait du métro, son père l'aperçut et se prépara à le châtier sévèrement. Il était convaincu que ce qu'il venait de faire était l'erreur la plus grave qu'il puisse imaginer. Il était toujours le sujet de la déception de mon père, plus que de sa colère. Et je ne pense pas que cette colère ait eu autant d'impact que sa déception. Henry Senior n'hésitait pas à exprimer ses frustrations sur ses enfants, surtout lorsqu'il était ivre. Quand il était sobre, tout allait bien. Mais quand il était ivre, c'était comme un éléphant dans une maison, piétinant tout sur son passage. Henry le provoquait délibérément, et donc, il le défiait constamment. Le défi le plus sérieux survint en 1955, lorsque Henry Jr. avait 11 ans. Il commença à traîner près d'une station de taxi juste en face de chez lui, gérée par un homme nommé Paul Vario. Tout le quartier savait que Vario était un capo, ou cadre intermédiaire de la famille mafieuse Lucchese, l'une des plus riches de New York. Vario et les membres de son équipe mafieuse ne faisaient aucun secret de leur statut spécial dans le quartier. Ils avaient du pouvoir, un pouvoir absolu et de l'argent. Une combinaison fatale, mais terriblement attirante. Et Henry y fut irrésistiblement attiré. Par conséquent, Vario engagea le jeune Henry pour laver et garer les voitures de tous les membres de son équipe. Henry était fasciné par le style de vie flamboyant des mafieux et commença à voir Paul comme une figure paternelle. Il était impressionné par l'argent et le pouvoir de Paulie. Et Paulie semblait l'apprécier. Peu importe ce qu'il faisait, il pouvait toujours dire qu'il travaillait pour Paulie, ce qui lui donnait pratiquement carte blanche dans le quartier. Bientôt, l'école passa au second plan, et la station de taxi devint le travail à plein temps d'Henry. Lorsque l'école envoya une lettre à ses parents, pour signaler que le garçon ne se présentait plus en classe, ses amis mafieux surent quoi faire. Ils prirent le facteur à part et eurent une petite discussion avec lui. À ce stade, le véritable père d'Henry commençait lentement à baisser les bras concernant son fils aîné. Plus Henry rejetait son père, plus il se rapprochait de Paul Vario et de la mafia. Vario offrit rapidement une promotion au jeune Henry, alors âgé de 12 ans, le nommant garçon de course. Il commença à faire des pizzas dans une pizzeria gérée par la mafia, située dans le même pâté de maison que la station de taxi. L'adolescent ne se souciait pas de la désapprobation de son père, car il avait le sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand et de plus important que sa propre famille. Après tout, il était en route pour devenir un gangster. Well, I got me a telephone and it sure is neat. I can chat with my friends, ain't that a treat? I call them up no matter where. Les années 1950 étaient une époque dorée de profit et de pouvoir pour la mafia new-yorkaise, et l'adolescent Henry Hill était bien déterminé à obtenir sa part du gâteau. Il était attiré par l'excitation, le pouvoir et le glamour de ce qu'il voyait devant lui. Être une star de cinéma avec de l'influence, c'était vraiment ce qu'il désirait, en plus de l'adrénaline d'être un gangster. Mais c'est en surveillant des parties de cartes que Paulie lui présenta l'homme qui allait façonner sa future carrière criminelle. Jimmy de Gent Burke. Et Henry fut immédiatement attiré par le charisme de ce gangster. Henry adorait le fait que Jimmy Burke soit respecté où qu'il aille. Que ce soit dans un restaurant ou une boîte de nuit, les chaises se poussaient immédiatement pour lui faire de la place. Jimmy eut un énorme impact sur lui. Il distribuait des billets de $20 et c'était exactement ce qu'Henry Hill désirait. Il aspirait à ce genre de richesse, à ce genre de luxe. Mais derrière cette façade extravagante, Jimmy était un gangster impitoyable. Alors que sa réputation grandissait, Henry commença à accompagner le capot Paulie dans ses déplacements. Pour l'adolescent, c'était un privilège, mais il s'apprêtait à découvrir les dures réalités de la vie mafieuse. Lorsque Paulie rendit visite à sa maîtresse, Henry pensa qu'il s'agissait d'une visite de routine.
Mais la femme, éperdue d'amour, avait commis l'erreur capitale de contacter la femme de Polly. Polly, avec Henry présent, se rendit alors chez elle et la battit sauvagement avec une batte de baseball. Et il l'envoya à l'hôpital avec une nuque brisée. C'est une leçon choquante pour Henry. La mafia peut tout pardonner, sauf un indique. Femme, enfant ou autre, si vous brisez ce code du silence, les conséquences peuvent être extrêmement sévères. C'est une leçon qu'Henry se souviendra pour le reste de sa vie. En 1957, alors qu'Henry n'avait que 14 ans, Polly lui offrit un autre type de statut spécial, une carte de membre du syndicat des maçons. L'obtention de cette carte prouve que vous êtes un membre en règle de ce syndicat et que vous êtes ainsi admissible à percevoir un salaire syndical. Mieux encore, elle vous permet d'obtenir un faux emploi. Il vous suffit de vous présenter une fois par semaine pour récupérer votre salaire. La carte donnait à Henry accès à n'importe quel chantier de construction de la ville, lui permettant de récupérer des paris et des paiements. C'était un coup particulièrement dur pour le père d'Henry, qui avait espéré que son fils aîné suivrait ses traces au sein du syndicat. Son seul rêve était de voir ses fils le rejoindre dans le syndicat des électriciens, qui à l'époque était une organisation où l'on entrait de père en fils. Mais Henry n'a jamais fait d'effort pour aller à mi-chemin avec son père, ne serait-ce qu'en tentant des choses pour le rendre fier de lui. Le jeune gangster était plus intéressé par la poursuite de sa carrière criminelle que par faire plaisir à son père. À 16 ans, il connut sa première interpellation pour avoir utilisé une carte bancaire dérobée. Quelques heures à peine après son arrestation, des membres du crime organisé parvinrent à le soustraire à l'autorité judiciaire, allant jusqu'à célébrer sa libération par un festin. Par la suite, il avait été initié au monde souterrain. Il profitait de tout ce que le style de vie de la mafia avait à offrir. De l'argent facile, des belles femmes et les meilleures tables des boîtes de nuit les plus prisées de New York. Pourtant, une partie d'Henry restait fidèle à sa vraie famille et aux valeurs de son père, notamment le patriotisme. En 1960, à l'âge de 17 ans, il s'engagea dans l'armée en tant que parachutiste. Son père fut plus qu'heureux de signer les papiers pour son fils mineur. Il fut affecté à Fort Bragg, en Caroline du Nord. Et il devint cuisinier et membre de la prestigieuse 82e division aéroportée. Quelles que soient les raisons qui avaient poussé Henry à s'engager, elles s'estompèrent rapidement, et l'armée devint simplement une autre opportunité d'affaires. Il se mit à pratiquer l'usure, à organiser des paris clandestins, et même à vendre de la nourriture volée à la cuisine. Par conséquent, il fut finalement arrêté et renvoyé de l'armée en 1963. À 20 ans, il était de retour à Brooklyn et réintégrait l'équipe de Vario. Il faisait tout ce que la mafia lui demandait, usure, extorsion et même transport de marchandises volées. Au fil des années, il retrouva Jimmy Burke, qui à cette époque travaillait comme expert en détournement de cargaison pour le compte de Vario, se spécialisant dans le vol de marchandises à l'aéroport John F. Kennedy. Conscients que leurs origines irlandaises les empêchaient d'intégrer pleinement la mafia, les deux hommes développèrent une relation étroite et durable. Henry commença à transporter les cargaisons que Jimmy volait à l'aéroport John F. Kennedy, comprenant des appareils électroniques, des bijoux et des vêtements. Il possédait certaines qualités qui faisaient de lui un gangster accompli. C'était un excellent arnaqueur, doté d'un charme naturel. Les femmes étaient souvent séduites par son aisance, y compris une hygiéniste dentaire de 19 ans originaire de Long Island, nommée Karen Freed. Comme beaucoup de jeunes femmes juives de la région des Five Towns à Long Island, Karen était attirée comme un papillon vers une flamme par ce type de gangster mafieux. En 1965, après seulement 3 mois de relation, le couple s'enfuit en Caroline du Nord pour se marier. À leur retour à New York, Henry se convertit au judaïsme et le couple organisa un mariage juif. Mais les parents de Karen n'étaient pas du tout ravis que leur nouveau gendre soit un gangster. Quant aux parents d'Henry, ils n'avaient aucun problème avec sa conversion religieuse, mais son père s'opposait fermement à la liste des invités et refusa d'assister au mariage. He was
walks by every day at school. And I feel a fool, my heart skips a beat, but I turn away. I don't know what to say. He doesn't know my secret love for him. Where do I begin? Quelques semaines après le mariage, Henry était de retour dans les rues avec Jimmy Burke et le reste de ses acolytes. Comme la plupart des caïds, Henry était rarement à la maison. Il arpentait les quartiers pour monter des combines. Il excellait dans les paris clandestins, le prêt usuraire et la loterie clandestine. Il, Burke et les membres du groupe mafieux de Paul Vario volaient tout ce qui avait de la valeur sur le marché noir. Au début, Karen parvint à fermer les yeux sur les activités criminelles de son mari. Puis, en décembre 1965, il fut arrêté pour avoir transporté des cigarettes non taxées à travers les frontières de l'État. Il passa quelques heures en prison et paya une amende. Karen ne pouvait plus se bercer d'illusions en croyant qu'Henry était un simple carleur syndiqué. Plutôt que de se mettre en colère, elle adopta pleinement le mode de vie mafieux. Elle a vu l'argent et elle l'a apprécié autant qu'Henry. Karen était une caïd au féminin. 1 an après leur mariage, ils accueillirent leur premier enfant, un garçon prénommé Greg. Et 2 ans plus tard, leur famille s'agrandit avec la naissance d'une fille, Abigail. Karen était frustrée de constater que son mari gangster était un père absent. Henry quittait souvent la maison et restait absent pendant des jours, voire des semaines, laissant Karen élever seule leurs enfants. Elle comprit aussi qu'Henry la trompait régulièrement. Henry vivait selon le credo des gangsters. Les vendredis soirs sont pour les maîtresses et les samedis soirs pour les épouses. Bien sûr, Karen n'était pas stupide. Aucune des femmes de gangsters ne l'était. Elles acceptaient de fermer les yeux dans bien des situations. Que ce soit dans les domaines qu'ils avaient choisis, le travail qu'ils faisaient, la manière dont ils gagnaient leur argent ou leur mode de vie au niveau personnel. Un mode de vie qui, pour Henry, incluait un problème grandissant avec l'alcool. Un problème qui était peut-être la seule chose qu'Henry partageait vraiment avec son père. C'était le pire des ivrognes. Il n'y avait personne avec qui il ne cherchait pas la bagarre. Il n'y avait personne pour le reprendre ou le raisonner. Il avait cessé de se soucier de lui-même, ou de qui que ce soit d'autre. Mais ce qui comptait pour lui, c'était la mafia et gagner de l'argent. Bientôt, il allait se retrouver dans une situation périlleuse en commettant le seul type de crime contre lequel Paul Vario l'avait mis en garde. Le trafic de drogue. Au début des années 1970, Henry Hill s'était taillé une place solide dans le milieu criminel new-yorkais. C'était un caïd loyal, prêt à utiliser tous les moyens nécessaires pour servir sa famille criminelle. En octobre 1972, Hill s'occupait d'affaires pour la famille mafieuse à Tampa, en Floride. Le jeune homme de 29 ans était accompagné de son mentor et compatriote irlandais, Jimmy Burke. Ils ont confronté un homme dans un bar qui devait de l'argent à la famille. Henry et Jimmy exigèrent qu'il s'acquitte de sa dette selon les méthodes typiques de la mafia. Ils ont atteint cet objectif par divers moyens, dont le recours à des coups violents qui l'ont réduit à l'état de chair frémissante. Et lorsque cela ne parut pas suffisant, ils le conduisirent au zoo, le menaçant de le jeter dans la fosse aux lions. Mais Henry et Jimmy ignoraient que l'homme qu'ils terrorisaient avait une sœur travaillant pour le FBI. Par conséquent, Hill et Burke furent inculpés pour kidnapping et tentative de meurtre. Ils réussirent à se sortir de ces accusations, mais le gouvernement fédéral s'en mêla et les poursuivit pour extorsion. Un jury les reconnut coupables et ils furent condamnés chacun à 10 ans de prison. En septembre 1974, Hill commença à purger sa peine à la prison fédérale de Lewisburg, en Pennsylvanie. Il fut surpris de constater que, pour un gangster, la prison ne différait pas beaucoup de la rue. Même son père mafieux de substitution, Paul Vario, y purgeait une peine pour fraude. Durant son emprisonnement, Henry s'est rendu compte que les stupéfiants étaient la marchandise la plus prisée en prison. Il a commencé à vendre de la cocaïne et du cannabis aux gardiens et aux autres détenus. Ses fournisseurs donnaient la contrebande à sa femme, qui la lui rapportait ensuite en prison. C'était une étape dangereuse,
car Vario et tous les autres parrains de la mafia étaient opposés au trafic de drogue. À l'automne 1978, Henry obtint sa liberté conditionnelle et retourna à New York. L'argent avait été difficile à gérer pour Karen et les enfants pendant son incarcération, alors la première préoccupation d'Henry fut de mettre la main sur du cash, et vite. Donc, il décida de se lancer dans le trafic de drogue, une activité toujours perdante. Pire encore, Henry décida de devenir lui-même toxicomane. Il était impliqué dans presque tout ce qu'il pouvait faire pour gagner de l'argent. C'est à ce moment-là qu'Henry Hill, tout juste sorti de prison, reçut un renseignement très précieux. Il apprit qu'une cargaison de millions de dollars en bijoux et en liquide introuvable serait stockée dans la soute de la Lufthansa à l'aéroport John F. Kennedy de New York. Il transmit l'information à son mentor et ami le plus proche dans la mafia, Jimmy Burke. Burke, avec le reste de l'équipe de la mafia de Paul Vario, commença à planifier le coup du siècle. Personne ne connaît au juste le montant exact du butin de l'audacieux coup de main perpétré avant l'aube contre l'aérogare de fret Lufthansa à l'aéroport Kennedy. Le FBI parle de 2 millions de dollars, la police de l'air et des frontières de 4 millions, la police municipale de 5 millions. Putain de Dieu! Sur les lieux mêmes du braquage, à l'aéroport Kennedy. Ça a l'air d'être un gros coup, le plus gros sans doute dans l'histoire de la... Ce braquage était à l'époque le plus grand vol à main armé de l'histoire américaine. 5 hommes sont entrés dans la zone de fret de la Lufthansa, l'ont braqué et se sont échappés avec un peu plus de 5 millions de dollars en liquide et 1 million en bijoux. Hill n'était pas directement impliqué dans le braquage lui-même, mais il affirme que sa part de l'opération était un paiement de 50 000 dollars pour avoir donné l'info à Jimmy Burke. C'était le moment dont Henry était le plus fier en tant que gangster. Lui et Jimmy avaient marqué l'histoire de la mafia. Puis certains des mafieux qui avaient réalisé le braquage commencèrent à devenir imprudents, dépensant leur nouvel argent pour des voitures et des vêtements coûteux pour leurs maîtresses, des choses qui pouvaient attirer l'attention des forces de l'ordre. Jimmy Burke était furieux de leur manque de discrétion et avait une solution efficace. Lui et Polly commencèrent à éliminer tout le monde, justifiant cela par le besoin de se protéger de tous les autres impliqués. Au cours de l'année suivante, les cadavres s'accumulaient et Henry commença à devenir nerveux. Pendant des années, il avait considéré Jimmy comme un grand frère. Maintenant, il n'en était plus si sûr. Jimmy était le genre de gars qui pouvait te regarder dans les yeux, te donner une accolade et te planter un pic à glace dans le crâne tout en le faisant. Henry se méfiait de Burke, mais continuait à faire des affaires avec lui. Ils vendaient maintenant de la cocaïne et de l'héroïne ensemble, et Henry devenait accro aux deux. Entre son trafic et son abus de drogue, la vie de Hill était en train de partir en vrille. Il devenait paranoïaque. Il était certain que la police surveillait chacun de ses mouvements. Un soir, début mai 1980, Henry se trouvait chez lui à Rockville Center, Long Island. Il était au téléphone pour organiser un envoi de drogue vers Pittsburgh, tout en préparant le dîner pour sa famille et son coursier de drogue. Lui et le coursier allaient partir pour l'aéroport, lorsque celui-ci se rendit compte qu'elle avait oublié son chapeau et refusa de voyager sans. Quand Henry la ramena chez elle pour récupérer le chapeau, la police encercla sa voiture et l'arrêta. Henry Hill se retrouvait maintenant en prison, accusé de trafic de drogue. Sa violation de la règle de la mafia contre le trafic de drogue n'était plus un secret. En plus de cela, 13 hommes liés au braquage de la Lufthansa avaient été tués. Il craignait d'être le prochain sur la liste des cibles de Jimmy Burke. Après tout, Henry pouvait non seulement relier Jimmy au braquage, mais aussi au trafic de drogue. Il n'y avait aucun doute que Burke voulait le tuer, car Burke voulait le faire taire, et il voulait le faire taire parce qu'il savait qu'Henry était une bombe à retardement. Paul Vario était le seul à pouvoir protéger Henry de Jimmy, mais l'arrestation de Hill avait été une grande déception pour Polly. Henry allait devoir planifier son prochain mouvement avec beaucoup de précautions. Mais j'ai personne vers qui me tourner. Tiens ça. Maintenant, je vais être obligé de te tourner le dos.
was unlike any girl I've seen. Moonlight skin with an emerald sheen. Chaque fois que Henry Hill se retrouvait en difficulté avec la loi, ses amis de la mafia new-yorkaise étaient toujours là pour l'aider. Mais pas cette fois-ci. En mai 1980, il était incarcéré dans une prison de Long Island, accusé de trafic de drogue. Sa femme Karen était également inculpée en tant que complice, ayant été surprise en train d'aider Henry à organiser ses affaires de drogue. Henry, alors âgé de 36 ans, savait que s'il passait en procès, les écoutes téléphoniques révéleraient que son complice mafieux, Jimmy Burke, était impliqué dans le trafic de cocaïne et d'héroïne. Il redoutait qu'il ne soit qu'une question de temps avant que lui et sa famille ne soient tués. Après tout, il avait enfreint la règle stricte de la mafia, interdisant le trafic de drogue. Une règle que son chef mafieux et père de substitution, Paul Vario, l'avait pourtant averti de ne jamais transgresser. Henry était convaincu que Vario ne le protégerait pas de la colère de Jimmy Burke. Que ce soit de la paranoïa ou la réalité, Henry croyait fermement que Burke était prêt à tuer Karen, ses enfants et lui-même. La raison, c'est qu'il savait beaucoup de choses sur ce que faisait la bande de Burke et celle de Vario. Il représentait tout simplement un risque trop important à ce moment-là. Le vendredi 16 mai, Henry versa une caution de $100 000 pour recouvrer sa liberté. 2 jours plus tard, il retrouva Burke dans un café discret de Long Island. Jimmy assura à Henry qu'il voulait l'aider à échapper aux poursuites et à se remettre sur pied. À ce stade, les procureurs fédéraux, craignant que Hill ne disparaisse après avoir payé sa caution, avaient obtenu un nouveau mandat d'arrêt à son encontre. Ils ont expliqué au juge qu'ils avaient besoin d'Henry en tant que témoin matériel, c'est-à-dire quelqu'un qui avait connaissance d'activités criminelles. Henry allait devoir parler, sinon lui et sa femme iraient en prison. Le 23 mai 1980, Henry Hill a accepté de témoigner contre la mafia et d'intégrer le programme de protection des témoins. Il reconnaissait volontiers que sa vie ne valait vraiment pas grand-chose, qu'il s'attendait à être exécuté par les personnes avec lesquelles il travaillait au sein de la famille Lucchese, et il se rendait compte qu'il n'avait pas d'autre choix que de coopérer avec le FBI. Henry, Karen et leurs 2 enfants ont intégré le programme de protection des témoins durant le week-end du Memorial Day en 1980. Il et sa femme ont obtenu l'immunité en échange du témoignage d'Henry contre la famille criminelle Lucchese, y compris les hommes que Henry avait fini par considérer comme sa propre famille, Paul Vario et Jimmy Burke. Il était l'une des rares personnes encore en vie pouvant révéler des détails sur le braquage de la Lufthansa, toujours non résolu. Mais sa décision a fait de lui un homme marqué. Il est devenu l'ennemi public numéro 1 pour tous ceux impliqués dans le crime organisé. Par conséquent, lui et sa famille ont été relogés dans une maison modeste dans le Nebraska. Mais il prenait régulièrement l'avion pour New York afin de fournir des informations et témoigner devant les tribunaux. Grâce à l'aide de Henry, le gouvernement a pu condamner Paul Vario pour fraude et extorsion, ainsi que Jimmy Burke pour meurtre. Il était quelque peu difficile pour Henry de témoigner contre Vario et Burke. Il entretenait une relation de longue date avec eux. Il les connaissait depuis son enfance et considérait Vario comme une sorte de figure paternelle et Burke comme un grand frère. Les témoignages d'Henry ont contribué à envoyer jusqu'à 30 affranchis en prison. Mais il n'a jamais pu fournir suffisamment de preuves pour démontrer qui avait orchestré le braquage de la Lufthansa. Il n'y avait personne pour corroborer les déclarations d'Henry, car la plupart des autres participants au braquage étaient morts. Loin des rues de Brooklyn, la vie d'indicateur gouvernemental était misérable pour Henry. Sa consommation d'alcool et de drogue, devenue incontrôlable, finirent par éventer sa couverture. La première fois qu'il fit sauter sa couverture, le ministère de la Justice relocalisa sa famille dans une petite ville du Kentucky. Là-bas, Henry et sa femme rencontrèrent également des difficultés. Karen n'arrêtait pas d'appeler ses parents. De plus, chaque fois qu'Henry avait trop bu, il se confiait à des inconnus, leur avouant qu'il était un informateur de la mafia. Ils furent donc déplacés à nouveau, cette fois près de Seattle dans l'État de Washington. Mais Henry était tout simplement incapable de rester hors de trouble. Un jour de novembre 1980, son avocat à New York reçut un appel étrange. Il informe son avocat qu'il vient d'épouser Sherry. Ce dernier s'inquiète d'une éventuelle bigamie, rappelant qu'Henry est déjà marié. Henry justifie son acte en révélant avoir utilisé son nouveau nom pour officialiser cette union, contournant ainsi la loi. Finalement, l'avocat fit annuler le mariage. Mais l'ex-détenu de 39 ans avait des problèmes plus graves. En 1982, il fit sauter sa couverture pour la dernière fois.
Après 2 ans de vie sous couverture, Hill, sa femme Karen et leurs 2 enfants furent expulsés du programme en 1982. La relation d'Henry avec le gouvernement fédéral était fragile, tout comme son mariage. Leurs relations conjugales commencèrent à se détériorer quelques années après son entrée dans le programme de protection des témoins. Henry était une personne qui n'était intéressée que par lui-même. Il ne consacrait aucun temps à son mariage. Il vivait chaque jour en regardant par-dessus son épaule, dans une peur constante que des membres du crime organisé cherchent à se venger, le retrouvent et le tuent. Mais lorsque son passé le rattrape, ce n'est pas de la manière à laquelle il s'attendait. En 1985, Henry avait conclu un accord avec le célèbre journaliste Nicolas Pileggi, qui a écrit un thriller basé sur les expériences d'Henry dans la mafia. Ce dernier estimait que si les affranchis de New York cherchaient toujours à le tuer, le minimum qu'ils pouvaient faire était à la fois de préserver son histoire pour la postérité et de gagner de l'argent. Et en 1986, Wise Guy devint un best-seller instantané. Le réalisateur Martin Scorsese acheta les droits du film et casta Ray Liotta pour le rôle d'Henry Hill. Henry reçut environ $1 demi-million pour le livre et les droits du film sur son histoire. Mais il ne profita pas longtemps de cette aubaine financière. La plupart de l'argent fut saisi par l'IRS pour des arriérés d'impôts. Karen resta avec Henry bien que leur relation fût en lambeaux et Henry était toujours accro à l'alcool et aux drogues. À ce moment-là, il vivait sur un ranch de 5 acres dans l'État de Washington. Une femme de 26 ans nommée Kelly alors travaillait à temps partiel pour les Hill, s'occupant des 5 chevaux d'Henry. Tout comme lui, Kelly était dépendante, et une amitié se noua rapidement entre eux. Moins d'1 an plus tard, leur relation prit une tournure amoureuse. Toujours en quête de nouvelles opportunités, Henry tenta de poursuivre sa liaison avec Kelly, tout en maintenant sa relation avec sa femme Karen. Finalement, en février 1987, alors que leur fils de 21 ans, Greg, était à l'école supérieure et que leur fille Abigail avait 19 ans, Henry quitta Karen définitivement. À ce stade, Paul Vario était mort en prison, et le vieil ami d'Henry, Jimmy Burke, purgeait une peine à vie. La famille mafieuse de substitution d'Henry n'existait plus, et maintenant, la matriarche de sa vraie famille était malade. En décembre 1990, sa mère Carmela, l'immigrée sicilienne qui n'avait jamais cessé d'aimer son fils aîné, mourut à l'âge de 78 ans. Quant à Jimmy Burke, lui aussi disparut, emporté en prison par un cancer de l'estomac en 1996. Par un concours de circonstances plutôt que par un plan bien établi, Henry parvient à échapper aux dangers de la mafia ainsi qu'aux risques liés au programme de protection des témoins. Le jour après son 69e anniversaire, il décède chez lui, à Los Angeles. Il mourut dans son lit, la nuit suivant une grande fête d'anniversaire. Ce fut une vie extraordinaire et réussie pour un homme comme Henry Hill. Le véritable Goodfella n'était qu'un modeste petit affranchi, convaincu de pouvoir défier le système. Et en fin de compte, il réussit effectivement à le contourner.